Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans ce flashback du mois d'octobre, on parle des ressorties de Knock avec Louis Jouvet, de Ma vie de chien de Lassie Hallström, de Notre pain quotidien de King Vidor, Bonjour Tristesse d'Otto Preminger et Deux hommes en fuite de Joseph Losey. Parmi les ressorties de ce mois d'octobre, débutons avec Deux hommes en fuite de Joseph Losey, réalisé en 1970, qui est dans les salles depuis le 27 septembre en version restaurée. L'histoire de deux évadés qui tentent d'échapper à un mystérieux hélicoptère noir qui traque leurs moindres mouvements au milieu de paysages sauvages et inhospitaliers. On ne connaîtra d'ailleurs jamais le contexte dans lequel l'histoire se déroule, ni le passé et l'identité des deux protagonistes, campés par Malcolm McDowell, qui tourna ce film juste avant Orange Mécanique et juste après If. Donc il est vraiment dans une période charnière. Et l'autre comparse étant Robert Shaw. C'est d'ailleurs le comédien qui signe cette adaptation du roman de Barry Englund. Alors ce n'est pas le plus grand film de Joseph Losey, on est quand même loin de l'intensité, de la puissance de The Servant ou Monsieur Klein, mais c'est vrai que c'est une œuvre assez atypique, peu connu dans sa filmographie, d'ailleurs invisible depuis sa sortie en 1970. Alors il n'aimait pas du tout le titre français, Deux hommes en fuite, lui préférant son titre original Figures in Landscape, et c'est vrai que ce titre fait aussi référence à un tableau de Francis Bacon où un homme en noir est assis sur un banc entouré d'un paysage au contour abstrait, et c'est vrai que les deux artistes, Bacon et Losey, ont ce même goût et ce même désir d'abstraction. Ce qui l'intéressait, c'est ce qu'il déclarait à l'époque de la sortie du film, c'était de filmer deux personnages perdus dans des paysages immenses, tournés d'ailleurs en Andalousie, dans une sorte de cauchemar éveillé. Mais même s'il recèle un vrai pouvoir de fascination, comme souvent dans les films de Losey, le film déconcertant demeure un peu trop théorique et de fait en plus gâché par l'interprétation excessive de Robert Shaw. Mac, what's between us and the mountains? Nothing. What do you mean, nothing? Villages? No soldiers, no patrols. Border patrol? You don't know, do you? No. You don't know anything about it, do you, Mac? I know you're all right once you get up in the snow. Who's done it, Mac? Who's ever done it before? Autre ressortie de ce mois d'octobre, Ma vie de chien de Lassie Hallström, réalisé en 1985, qui ressort dans les salles le 11 octobre. Alors Lassie Hallström, cinéaste suédois, qui débuta sa carrière à la télévision suédoise, pour laquelle il signa notamment un documentaire remarqué sur le groupe ABBA. Il réalisera d'ailleurs par la suite pas mal de leurs clips vidéo. Mais c'est le succès international de Ma vie de chien, et particulièrement aux États-Unis, où il remporta un Golden Globe qui lui ouvra les portes d'Hollywood. Alors il poursuivra une carrière américaine, il faut bien le dire, très très inégale, alternant le bon, dans mon souvenir, Gilbert Grape avec Johnny Depp, qui était plutôt un film sympathique, mais aussi le très mauvais souvenir notamment de L'écœurant chocolat. Ma vie de chien, c'est sans conteste, pour moi en tout cas, son meilleur film, une œuvre sensible, filmée à hauteur d'enfant, adaptée du roman autobiographique de Reindar Jonsson. Le film doit beaucoup aussi à son jeune interprète, Anton Glanzelius, choisi à l'époque parmi plus de 1000 autres garçons, mais malgré une performance unanimement saluée, il ne poursuivra pas sa carrière d'acteur, devenant directeur adjoint d'une chaîne de télévision suédoise. Comme quoi les enfants stars ne font pas toujours carrière, loin de là. Mais en tout cas, c'est une œuvre sensible à redécouvrir. Autre ressortie de ce mois d'octobre, Notre pain quotidien de King Vidor, réalisé en 1934, qui ressort en version restaurée le 18 octobre. Alors nous sommes en 1929, en pleine crise économique. Un couple dont la situation financière est critique accepte de reprendre une petite ferme hypothéquée. Alors devant l'ampleur de la tâche, il décide de s'organiser en coopérative et ça va être le début d'une belle aventure collective. Alors devant le refus des grands studios, King Vidor finança le film en indépendant, avec le concours de Charlie Chaplin qui le distribua avec sa compagnie les United Artists, une œuvre tout à fait dans la lignée des Raisins de la colère, épique et utopique. Une scène demeure toutefois vraiment mémorable, celle de la construction du canal à la fin du film. Oui, c'est quand même un des films de
la Grande Dépression et sur l'idée que face à un système américain capitaliste qui s'était un peu effondré, il y avait une grande idée à l'époque qui était celle du « aime ton voisin » et on arrivera à s'en sortir. Et au fond, c'est un des films qui porte cette philosophie. Il y a aussi une anecdote assez amusante, c'est qu'en fait, King Vidor avait quand même trouvé un banquier pour financer son film, mais à un moment, il y avait une scène où on voyait un méchant banquier et le banquier a voulu la faire couper, et donc Vidor, qui avait déjà quand même fait le coup avec un film qu'il avait produit lui-même, parce que c'était un film où il y avait beaucoup de noirs, ce qui n'était pas apprécié à l'époque, il a fait la même chose pour ce film, pour Notre pain quotidien, c'est-à-dire qu'il a effectivement hypothéqué sa maison et engagé tous ses biens avec les grands succès qu'il avait obtenus, il en avait un petit peu, pour faire ce film. If one man can do as much as he has in one day, well, why wouldn't 10 men do 10 times as much? A sort of cooperative, where money isn't so important. You help me, I help you. Great idea, huh? Hooray! You left the army now, so get behind the plow. You're gonna get rich by digging a ditch. You're not in the army now. L'adaptation du roman de François Sagan, Bonjour Tristesse, par Otto Preminger, ressort aussi dans les salles le 11 octobre. Adaptation réalisée en 1958 avec Gene Seberg, Deborah Kerr, David Niven et Mylène de Mongeau. Et oui, adaptation qui n'a pas vraiment survécu au temps, je trouve, bien superficielle par rapport au livre. Mais Antoine, il y a quand même une immense actrice qui est une raison pour aller voir ce film, c'est bien sûr Deborah Kerr. D'abord, il y a deux choses quand même dans ce film. Il y a quand même aussi une maison incroyable au bord de l'eau, qui était la maison de Pierre Lazareff, qui était le patron de France Soir et qui était l'homme qui régnait à l'époque sur la presse française. Et donc Lazareff avait passé sa maison pour faire le film. Et elle est quand même un personnage du film à elle toute seule, tellement elle est somptueuse, maison moderne près de Saint-Tropez, enfin bon, le truc absolument extraordinaire. Je sais pas si la maison existe encore, mais... pour la petite anecdote, elle est présente actuellement dans les salles dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius, film sur Godard, où à un moment donné, Jean-Luc Godard est avec Annie Weinmanski dans la maison de Pierre Lazareff, qui n'est pas la vraie maison, mais qui était un bel hommage à cette époque. Voilà. Et puis, donc, il y a, comme vous le disiez, Antoine, Deborah Kerr. Alors, Deborah Kerr, c'est une actrice qu'on appelait un peu la lady insatisfaite. Elle avait quelque chose de très élégant et en même temps souvent quelque chose d'assez frustré et profondément triste. Et là, c'est en fait exactement le personnage qu'elle incarne et elle l'incarne avec un talent extraordinaire. Enfin, c'est quand même une actrice, je dirais que même quand on regarde le film aujourd'hui, dans ce rôle, finalement, elle est la tristesse de ce Bonjour Tristesse et je pense que c'est elle qui sauve le film. Et enfin, on termine cette partie ressortie avec Knock de Guy Lefranc, avec bien sûr Louis Jouvet, qui est restauré pour la première fois en version numérique, qui ressort le 18 octobre. Pourquoi ? Puisqu'il y aura le même jour un remake que je n'ai pas vu, donc je ne vais pas développer, mais un remake réalisé par Laurent Lévy avec Omar Sy dans le rôle titre. Alors là, alors Antoine, ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? Eh ben écoutez, le film, un peu des deux, on va dire, puisqu'il est justement dans un entre-deux assez intéressant en le revoyant. Il se situe, il faut un petit peu rappeler le contexte, dans un petit village français où le docteur Knock, donc nouvellement arrivé, persuade ses patients qu'ils sont tous des malades qui s'ignorent, je le cite. Alors le film est adapté bien sûr de la pièce de Jules Romain. À quelqu'un qui lui dit je suis en parfaite santé, il répond et pourtant vous n'avez jamais été aussi près de votre mort. Voilà, dit par Antoine Cyr, c'est pas mal. Mais par Louis Jouvet, c'est encore mieux. Donc c'est une bonne raison en effet d'aller le revoir. C'est adapté bien sûr de la pièce de Jules Romain, Knock ou Le Triomphe de la médecine, écrite en 23 et déjà mise en scène et interprétée par Louis Jouvet au théâtre, où il la joue plus de 1000 fois, avant d'incarner une première fois le personnage à l'écran en 1933, avant ce film donc de Guy Lefranc de 1951, une farce qui va se révéler de plus en plus sombre, une noirceur qui se dégage du texte de Romain, amplifiée par la mégalomanie inquiétante de Louis Jouvet, dont on ne saura jamais vraiment d'ailleurs s'il s'agit d'un fanatique convaincu ou d'un charlatan cynique. Le film marque encore par la finesse et le cynisme des dialogues tirés de la pièce, qui joue habilement de la naïveté et des croyances de chacun. La scène finale, quand même, si on la regarde bien, est quand même assez glaçante, sans bien sûr la révéler. Ce qu'on pourra juste dire, c'est que le film peut être un peu alourdi par la mise en scène de Guy Lefranc, qui n'a pas vraiment marqué par la suite, mais c'est une très bonne occasion donc de revoir incontestablement Louis Jouvet dans l'un de ses plus grands rôles.
Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalet, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice. Pose en principe que tous les habitants de ce canton sont ipso facto nos clients désignés. Encore faut-il qu'ils tombent malades. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. J'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Hey! Ah oui? Ah, on dirait que ça me fait mal. Voilà les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Mais peut-être en âme les artères du cerveau en tuyau de pipe. Ciel. Et puis vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Ça doit être affreux. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là! Vous croyez pas que je ferais mieux de me coucher tout de suite? Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons 150. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Toute question d'argent à part. Bien entendu. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.